Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 105e, avec aujourd'hui à la technique toujours notre camarade Piqueco. Au blabla culturel, notre camarade Jean. Salut. Et deux invités, deux sœurs jumelles. Fred Vargas, auteur de polar, donc écrivain, et puis, je sais pas si on dit écrivaine. Non, moi je préfère. Moi je mets auteur de polar, puis ça suffit, polar, bien comme ça. Sans eux. Sans eux. Sans eux. Voilà. Et Joe Vargas, peintre, qui vont nous occuper avec leurs commentaires divers et variés sur leurs professions respectives, pour nous mettre un petit peu plus de culture entre les deux oreilles, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas, camarade Jean? Oui, on reçoit les sœurs Joe et Fred Vargas à l'occasion de la sortie aux éditions de la Différence d'un livre consacré à la peinture de Joe, qui s'appelle simplement Joe Vargas. Alors il y a une préface, mais on y reviendra tout à l'heure, de Fred, et un texte qui accompagne les peintures, qui est signé Hugo Lacroix. Les éditions de la Différence, on les avait reçues il y a quelques semaines, ici. Ce sont des maisons d'édition qui a une politique en matière de livres d'art et de poésie extrêmement ambitieuse, et sont des gens qu'on essaiera d'aider régulièrement. Les éditions de la Différence, voilà. Alors je propose qu'on lance une première chanson qui a été choisie par les deux sœurs. C'est Bella Ciao, et cette version-là est signée Thomas Fersen. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, toujours sans maître, toujours sans pub, à Racaille, la 105e, avec, donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, les sœurs Vargas, qui vont peut-être se présenter si c'est une possibilité envisageable. Comment il est né, ce pseudonyme Vargas? Bon, alors ça va toujours être le problème. Qui répond? Qui répond? Oui, on a tendance à parler en même temps. Où est-ce couper la parole? C'est Jo qui l'a pris la première fois. Moi, j'étais déjà archéologue, et je suis restée jusqu'il y a 5-6 ans, 7 ans. Et donc, j'étais pas du tout dans l'idée de faire quoi que ce soit d'artistique ou de créer quoi que ce soit. Mais Jo, elle peignait déjà. On devait avoir 20 ans, dîner à la maison, et comme ça, entre la poire et le fromage, elle réfléchissait de quel nom signer sa première toile ou sa seconde. Et elle a choisi Vargas. Tu peux dire pourquoi, Jo? Oui, alors je vais dire pourquoi. Parce que c'était
je venais de revoir, peut-être pour la, on va dire, 20e fois, Soyons sobres, restons sobres, La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, avec Ava Gardner, qui est un film que j'adore. Et dans La Comtesse aux pieds nus, au départ, quand l'héroïne, jouée par Ava Gardner, est pauvre et traîne et chante du flamenco dans les plus bas, dans les bouges de Madrid, elle s'appelle Maria Vargas. Et donc voilà, donc elle marche encore pieds nus pour pas user ses seules paires de chaussures. Donc elle repart des chaussures rouges à la main dans les rues de Madrid. Donc voilà, c'est une va-nu-pied. Bon, ça me semblait une bonne. Tu n'y as pas réfléchi des heures non plus. Non, on a trouvé. Comme ça. Après avoir bricolé son propre nom dans tous les sens, ça marche jamais, et puis voilà. Ça les bien. Puis c'est anagrammes, aussi une grande famille de danseurs de flamenco, les Vargas. Bon, j'ai appris après qu'il y avait eu un dictateur au Brésil, ça a été très très dur. Surtout quand on va au Brésil, là, ça, j'en suis morte de honte, mais enfin bon. Non, ça ne les fait pas, il y a tellement de Vargas. Un dessinateur de pin-up aussi. Oui. Ouais. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup en fait des Vargas. On appelait ça les Vargas. Oui, j'ai le livre, bien sûr, on me l'a offert, ça rate jamais. Oui. Puis moi, 9 ans après... Non, c'est... Oui, je me vois pas comme une pin-up, c'est moins qu'on puisse dire. Je suis très mauvaise dans le rôle de la pin-up. J'ai eu un prix pour un premier polar, qui était mauvais d'ailleurs, mais... Et donc il a fallu, quand je passais les concours du CNRS, à ce moment-là, il a fallu que je trouve un pseudonyme, parce que c'était pas compatible avec la recherche de sortir un polar. Et donc je pouvais pas, en tant que sœur jumelle, ça m'a paru indécent de prendre un nom différent, impossible d'avoir un nom différent que celui de ma jumelle. Ah bah oui, je l'aurais mal pris. J'ai pris le même faux nom que celui de ma fausse jumelle. Et seulement ça allait bien avec Joe Vargas, ça allait bien, mais avec Fred Vargas, ça coulait pas tellement. C'est pas grave, comme c'était juste un livre et que ça devait être suivi absolument d'aucun autre. Ça avait aucune importance. Donc j'ai dit rapido sur la couverture, j'ai mis ça et je pensais pas du tout à l'époque que je n'aimais vraiment pas. C'était juste pour un livre, pour me distraire de l'archéologie et un peu, et voilà, ça ne devait pas aller plus loin. Frederica Vargas, ça marche. Ça marche à mort, oui. Ça fait un peu mexicain, ça fait plus frontière mexicaine que... Pourquoi pas. La première émission de radio, ils attendaient un mec sud-américain avec un chapeau, un cigare, évidemment. Moi, j'étais arrivée à l'heure, toute tremblante, j'étais dans le couloir, il passait, repassait, oh les Fred Vargas, tout, je n'osais même pas te dire. Et au bout d'un moment, j'ai osé lever la main, et c'est moi, je suis toute petite en plus et tout ça. Alors là, ils ont dû rectifier l'image de Fred Vargas, Bandito, Mejilano et tout ça. Bon, c'était pas tout à fait ça. Et puis après, ça a continué avec ce nom, voilà. Moi, je trouve ça un beau pseudo d'auteur de polar. Et alors, l'idée de ce livre, Joe Vargas, aux éditions de La Différence, elle est née comment ? Elle est pas née, elle est tombée du ciel, en fait. Ah oui. Bon, donc c'est le contraire, elle est pas... J'ai reçu dans mon atelier par une amie qui m'a amenée à l'atelier, le directeur des éditions de La Différence, Joachim Vital, décédé depuis. Malheureusement, j'en ai une nostalgie. Et parce qu'il avait vu des tableaux de moi chez cette amie commune, il a voulu venir à l'atelier. On s'est rencontrés, on a parlé 1h30. Un homme remarquable, merveilleux. J'en ai d'ailleurs en soi, qui s'avérait d'autant plus merveilleux, aucun doute là-dessus, que au bout d'1h30, il a décidé de faire un livre. Alors que je suis pas connue, j'ai pas de galerie, il le savait. Voilà, donc ça s'appelle Tomber du ciel. Et puis Joachim est mort. Et Colette Lambriche, son épouse, qui travaille avec lui et qui a fondé la maison d'édition avec lui, a repris tous les projets. Voilà. Donc. Et le livre vous plaît ?
Comme livre, oui. D'abord, je m'attendais, je pensais jamais avoir un livre de ma vie. Donc, dans une famille où il y a des livres partout, ils font tous des livres, je suis extrêmement fière. En effet, très satisfaisant, qui pèse 1 kilo, je sais, quand on en a 2 cm d'épaisseur, j'en reviens pas. En fait, je suis contente, ouais. Pourtant, je pense beaucoup de mal de mon travail souvent, mais là, je pense surtout que j'ai rien fait. Mais je me dis, j'ai quand même rempli 2 cm de livres, c'est énorme. Il y a pas tout ce que je m'attends, parce que finalement, en art, en peinture, c'est sur le tableau qui est devant soi, car ceux qui sont derrière, on les oublie, ils sont ce qu'ils sont, à moitié réussis, à moitié... Enfin bon, c'est fini, donc je pensais avoir pas grand-chose derrière moi, mais j'ai quand même 2 cm. Et donc, 1 kilo, le poids de mes péchés, j'ai trouvé que 1 kilo de vos péchés, c'est peu. Hein, c'est vrai, je sais peu. Oui. À qui tu penses? Je pouvais pas non plus avoir une monographie, je sais pas, en 3 volumes non plus. Avec tous les petits croquis, tous les petites ébauches. Ça viendra, vous êtes jeune, mais c'est vrai qu'il est vraiment plein. Parce qu'il y a beaucoup de livres d'art comme ça. C'est du texte, puis de temps en temps une image. Non, on l'a composé, on a beaucoup travaillé avec le graphiste qui est la maison d'édition, qui est un garçon remarquable. Et on a travaillé chaque image, la composition, aussi avec l'auteur du texte qui avait échoué. On a vraiment fait un travail de... On a vraiment créé un livre. On n'a pas les... Oui, vous avez été impliqué dans la création du livre. À tout le temps, oui. Ouais, ce qui est assez rare dans les maisons d'édition. Enfin, pour les éditions, je pense. Les éditions de la différente sont différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je suis très heureuse. C'est un très bel objet. En fait, je suis très honorée par les autres, là. Mais ça fait plaisir. Grand plaisir. Ça leur fait plaisir aussi, je suppose. Ça leur fait plaisir aussi, je suppose. Ils disent pas les gens qui leur font pas plaisir. J'espère qu'ils sont pas tristes. Non, je crois pas. Non, c'est une ambiance merveilleuse, cette maison d'édition. Oui, leur catalogue est impressionnant. Moi, quand Jean m'a montré parce que je sais pas si c'est toi ou si je l'ai eu sur le net, je sais pas. Enfin. Oui, je t'ai envoyé un lien vers le site. Oui. Parce que ça balaye vraiment toute la création contemporaine, depuis les artistes primitifs, les naïfs, les brutes, tout ce qu'on veut, quoi, jusqu'à des gens beaucoup plus c'est quand même eux qu'on fait le Deleuze Francis Bacon. Oui, exactement. Oui, d'être dans la même collection, c'est quand même pas mal. C'est pas la même collection. Oui, non, c'est le même éditeur. Oui, le même éditeur. Il est réédité au Seuil, mais celui de la différence, c'est un collector. C'est vrai. Oui. Non, ce qui est bien, c'est que quand ils finissent chez La Différence, ils sont souvent repris par d'autres éditeurs. Ça, c'est quand même assez rare. Oui, tout à fait. Mais c'était une politique très ambitieuse de livres en plus en 2 volumes. D'un côté, un volume consacré aux images, de manière à mettre le paquet sur la qualité de la reproduction, et puis un autre volume consacré au texte. Et c'est vrai que c'est très ambitieux quand on connaît un peu le marché du livre d'art. Du livre d'art, de l'édition et du livre d'art en particulier. Parce que dans l'édition, ça s'adresse vraiment à un public très très réduit. Je propose qu'on lance une nouvelle chanson, et puis ensuite je lirai peut-être un extrait du texte, et de la préface, et du texte de Hugo Lacroix.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et quelle voix! Les voix de la Fédération anarchiste sont impénétrables. La radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios, la plus rebelle des émissions, les plus rebelles des animateurs et des invités aujourd'hui. Si vous saviez. Bon Jean. Donc je vais lire un extrait de Joe Vargas, donc paru aux éditions de La Différence. Le premier extrait, c'est la préface, hein, je peux dire ça comme ça. Celle que j'ai écrite. Oui. Oui. C'est pas exactement une préface, C'est un texte sur... Je sais pas, il est sorti comme ça, je sais pas comment le définir mieux. Enfin, on l'a mis en préface, voilà. Texte sur moi et Joe et la peinture. D'accord. D'abord, quand on était enfant. J'ai bien aimé la métaphore du canard colvert, et puis moi ça m'a vraiment ému, ce texte. Je trouve que c'est un exercice. Je sais pas comment tu as fait ça, mais de parler de quelqu'un d'aussi proche, avec des mots aussi beaux, aussi simples. Enfin, j'ai trouvé ça très fort, quoi. Bon, on reprend. Moi aussi. Dès que je le relis, il me fait pleurer. Moi aussi. Et rire en même temps. Rire et pleurer. Non, c'est vrai. Jean, il risque de... Non, mais le texte d'Hugo Lacroix, il est très très bien. Mais c'est pas la même, c'est pas chargé des mêmes choses, quoi. Voilà. Sur les falaises du continent peinture, la dissociation venait de s'accomplir irrémédiablement. Je compris que Joe était peintre, deviendrait peintre, qu'elle ferait voler les oiseaux, trembler les roseaux, fraîchir les eaux, exister les meuniers. Je compris seulement que le continent peinture était en Joe, tout en entier, et qu'elle l'explorerait sans se soucier d'attacher les coups au corps et les têtes au cou. Que tout vibrerait dans le grand mystère de la peinture. Et qu'avec cela, elle ferait trembler les autres, y mêlant sa gravité, ses craintes et sa grâce élévatrice. Cela, je le savais. Que Joe, si grave fût-elle, marchait sans tout à fait toucher le sol. Les semelles de mes chaussures étaient toujours usées bien avant les siennes. Mystère. Je me suis souvent trompé, par exemple sur la taille d'un joint à changer, mais pas sur Joe. Et ce destin de peintre que j'entrevis ce jour, tenant les 2 canards dans mes mains, est ce qui arriva. À cette date, j'abandonnais à ma sœur le territoire de la peinture et j'allais lire sur mon lit quelques contes et légendes de Perse qui n'intéressaient pas Joe le moins du monde. La scission s'était faite, et surtout ne pleurez pas, car elle n'affecte pas le jumeau, au contraire. La découverte du pouvoir de l'autre est une joie profonde, d'autant que ce que fait l'autre entre en nous, oui. Et je ne peux aujourd'hui voir une toile de ma sœur sans ouvrir mes yeux d'enfant devant le mystère accompli, sans me demander comment il se fait que ces chaussures ne s'usent pas et pourquoi les vrais peintres parcourent le continent de leurs semelles de vent. Voilà, j'ai fait quelques petites coupes, mais tout est à peu près de ce tonneau. C'est bien écrit, hein? C'est vachement bien écrit. Fred, tu devrais écrire, je lui dis. Elle devrait faire écrivain. Je suis sûre, elle veut pas. Non, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'une jumelle, je dirais, bon, un exercice comme ça, c'est un peu comme de faire un autoportrait d'une certaine façon, mais hein, je trouve que c'est bon. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un texte qui est quand même... là, on a lu que la fin qui est un peu plus grave, mais c'est un texte humoristique aussi. L'anecdote est absolument réelle. Le fait est avéré, mais donc je l'ai écrit en m'amusant aussi. On était enfants, on dessinait côte à côte comme tout le temps. Et après on comparait brusquement, puis un jour la comparaison là m'a... Je me suis dit bon, il n'y a plus rien à faire. Après j'ai continué moi très longtemps à dessiner, même pendant les cours de fac, je faisais que ça. Mais à dessiner plutôt des caricatures, des choses comme ça. Mais j'avais renoncé à... J'avais laissé le continent peinture à Joe, ce jour-là. Mais je ne savais rien faire d'autre non plus, alors... Si, c'est vrai. Mais non, très mauvaise excuse. Très mauvaise excuse. J'allais pas... avec moins 40 en dictée, j'allais pas faire écrivain. Non, t'étais plutôt vers moins 22, Joe. Non, moins 40. Oui, ça arrivait.
Et puis un extrait du texte de Hugo Lacroix, c'est Portrait du peintre en animal nocturne. Elle se reconnaît dans un romantisme qui s'étendrait au-delà de l'école romantique, depuis le retable d'Issenheim au début du XVIe siècle jusqu'à la peinture de Giorgio de Chirico. Et comme romantique, elle l'est pour de bon. Sa franchise pourrait être armée contre elle plutôt que désarmée. Désuète, passéiste, séduite par ce qui n'attire plus, l'art moderne du XXe siècle ne semblait ménager aucune possibilité de voir le peintre en animal nocturne. Toutefois, un philosophe de l'art, connu pour sa célèbre phrase mal comprise sur l'impossibilité d'écrire des poèmes après Auschwitz, a été assez fin pour sentir l'importance du noir en art depuis la catastrophe génocidaire. Dans sa théorie esthétique, Adorno écrit en 1970 « Pour subsister au milieu des aspects les plus extrêmes et les plus sombres de la réalité, les œuvres d'art qui ne veulent pas se vendre comme consolation doivent se faire semblables à eux. Aujourd'hui, art radical signifie art sombre, noir comme sa couleur fondamentale. Maintes productions contemporaines se disqualifient en ne tenant pas compte de ce fait et en prenant un plaisir enfantin aux couleurs. Joe Vargas ne tombe pas dans ce travers, c'est le moins qu'on puisse dire. Le noir pénètre ses tableaux, et ce que l'on perçoit en certains d'entre eux comme un éther bleuté fut obtenu en délavant la dominante noire. Le peintre laisse la couleur noire parler de tout, du néant et de l'étang, du pire et du meilleur. La peinture réunit, pour raconter la vie à sa manière, un bonheur et une horreur que l'aspiration au confort a pris l'habitude de séparer. Voilà. C'est pas mal non plus. C'est assez bien écrit aussi. Oui, c'est moins sensible quand même. Oui. On se connaît pas depuis 53 ans, à 54 ans. Voilà. Alors le livre Joe Vargas. Je suis en noir parce que je suis anarchiste aussi. Ah, ça c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que ça m'a énormément surpris parce que je connaissais pas ce travail. Et j'ai jamais vu un travail noir comme celui-là. Quoi, c'est vraiment très très particulier. Je veux dire, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de filiation. C'est une espèce de météorite. L'autre qui est plus cultivé que moi en histoire de l'art. Tu as déjà vu de la peinture noire? Mais une œuvre noire, je veux dire. Peinte avec du noir. Enfin, oui, sans noir. intervention. Il y a des couleurs. Oui, il y a des couleurs, mais c'est pas la dominante quand même. Mais, si tu veux, ici il y a une filiation. C'est la peinture qu'on dit de clair-obscur. Ouais. C'est à son extrême. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. C'est ce que j'aime. Tu vois, c'est donc là, si tu prends un Rembrandt, t'es un peu j'aurais pu. Oui, bien sûr. Ouais. Rembrandt, Gréco, enfin tout Caravage, c'est la peinture de clair-obscur, qui est celle que j'aime, qui m'émeut le plus, poussée à bout. Oui, je crois qu'on peut pas aller plus loin, quoi, quand même. Après, si on vient, on fait les aplats noirs de. Après, c'est soulage. Oui, voilà. Ouais. Et vous, Fred, comment vous sentez la peinture de votre sœur? C'est compliqué parce qu'on a entendu les mots radicaux, tout ça. Jo, elle a toujours été plus radicale que moi. Elle va plus loin que moi. Elle va dans des terres où j'oserais sans doute pas aller. J'ai déjà, dans mon texte, j'écrivais que Jo marchait un peu au-dessus du sol et que quand on était petite, elle usait pas ses chaussures. Moi, je marche carrément les pieds dans la gadouche, beaucoup plus terrestre, pragmatique, à la limite fermière que Jo, hein. Donc j'ai pas cette capacité qu'a Jo d'abstraction, ni de radicalisme au fond, d'oser. Des fois je dis à Jo, non, peins pas ça, ça va être trop dur pour le spectateur, ça va être trop. Quand même, cinéma, ça. Et non, j'adore ce que fait Jo. Je trouve que son niveau de dessin et enfin la manière dont il dessine une finesse qui me
à pleurer. Et parfois, je voudrais retenir Jo pour lui dire va pas plus loin, comme je me retiens moi dans les rangs policiers où en fait j'ai un côté peut-être un peu enfantin à essayer de pas faire des romans noirs là au sens pas de la couleur employée, mais des aspects les plus sombres de la vie que je connais bien aussi, mais que j'ai pas envie de. Moi, je pousse pas à bout par ce côté-là, quoi. Je crois que je reste plus. Je serais pas un bon peintre parce que je sais pas quelles images j'oserais offrir sans que le spectateur en soit trop frappé, quoi. Donc, à partir de Dieu, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement familier et en même temps un peu redouté parce que je sais que moi, j'ai pas le courage ni la force d'aller aussi loin qu'elle. Elle tue une bonne quinzaine de personnes dans ses couloirs. Oui, la forme n'est pas tout à fait la même, mais le fond n'est pas très loin. Non, mais on sait bien, ça dépend comment c'est fait. Un meurtre dans un rang policier, c'est un... Là, pour le coup, c'est presque abstrait. Et là, je fais toujours en sorte, par exemple, qu'il n'y ait pas de mère, pas de fils, pas de frère, pas de sœur concernés, pour pas qu'en fait le meurtre répande cette traînée de chagrin, d'épouvante dans une famille. Et c'est pour ça que, si vous remarquez bien que les gens qui meurent, ils ont pratiquement pas de relation, et j'évite toutes les scènes de détresse absolue, quoi. Donc, ça s'appelle un évitement quand même mais en même temps, c'est parce que dans un roman policier, c'est très énervant quand un auteur décrit la personne qui pleure, sa mère, son frère, sa sœur, son enfant, tout, etc. Et puis le lendemain, il écrit la crise était passée, l'inspecteur pouvait à nouveau interroger la jeune femme qui, etc. Non, c'est pas vrai. Il faudrait à ce moment-là attendre 10 ans entre la publication du livre peut-être pour en écrire la suite. Donc c'est quelque chose que je fais pas, mais aussi parce que ce que j'essaye de construire avec un roman policier est plus de l'ordre sans doute du plaisant que de la vérité. Peut-être tandis que Jo, elle va sur des choses plus rudes, plus radicales, c'est sûr, hein. Mais la peinture, c'est comme l'opéra, puisque j'ai choisi un morceau d'opéra. Je crois qu'elle a, pas toujours, on peut parler de Monet, mais si, elle a toujours mis en scène la mort, l'image de la mort, depuis le début, c'est son histoire. Hein. Donc, faut bien y aller. Mais Monet, à la limite, pourquoi il peint ça? Pour fuir la mort, à ce moment-là. Bon, pour éviter le cri sanguinolent. C'est l'histoire de la peinture, c'est comme l'histoire de l'opéra. C'est une mise en scène de l'amour et de la mort, à peu près. Et comme un tableau n'est pas quelque chose d'envahissant, je pense que les êtres humains l'ont toujours supporté. Il y a sur leur mur une image avec une représentation de la mort qui fait catharsis parce qu'elle est là, bien cadrée. Le tableau tragique, bien cadré, maîtrisé, qui ne va pas déborder. Un livre. Les livres parlent aussi de la mort. Et c'est le roman policier qui en parle le plus, mais il en parle pour là. En fait, il la combat puisqu'il la résout à travers combat contre la mort, la capture de l'assassin. Donc c'est symboliquement. Peut-être c'est que l'écrivain peut décrire, peut divaguer, peut aller à droite. Le peintre, il peut pas. Exactement. Il raconte pas le peintre. Il peut même pas mettre un peu d'humour. C'est c'est très serré le chemin du peintre. Moi, je peux mettre un peu d'humour, pas trop, pour pas briser le suspense. Parce que si je mets trop d'humour, il y a plus de suspense, donc je me retrouve dans les difficultés. Mais Jo m'a souvent dit, t'as de la chance. Mais moi, je peux mettre aucun humour dans la peinture, c'est pas le lieu, c'est vraiment pas le lieu. Si, il y en a qui l'ont fait, merveilleusement, oui. Mais c'est très rare. On peut le faire que... Magritte l'a fait, c'était plus que de l'humour, bon, ceci est une pipe et tout, mais bon, c'est bon. Oui, mais ça relève presque... Non, je veux pas, je m'en fous après tout. Ça relève presque de l'anecdote, ces choses-là. Absolument. Ah, c'est pas ça, là. Pour moi, la peinture, c'est pas ça. C'est plus les personnages qu'évoquait Jo. C'est plus le Caravage, c'est plus Rembrandt, c'est plus des gens comme ça qui ont particulièrement Rembrandt, mais Jean a fait une belle émission là-dessus sur le Caravage justement. Je pense que les deux, le Caravage et Rembrandt, ils sont
Ce sont des personnages très différents. Mais dans le fond, leur œuvre, elle est aussi puissante, quoi. Parce que il y en a un qui a pu conduire une œuvre jusqu'à, je sais pas quel âge il est mort en branche, une momie carrément, alors que le Caravage est mort dans 30 ans. Oui, confié dans le Genièvre. Mais tous les deux ont... Alors, pas si vieux que ça, je pense pas plus de 65 ou 60. Ouais, mais le double quand même du Caravage. 70. Hein. Oui, mais enfin bon, tout le monde n'a pas la chance de mourir sur une plage dans la fleur de l'âge. Oui, mais voilà. Moi, je suis en fait très étonné parce que c'est pas du tout comme ça que j'avais perçu le truc. Je trouvais que justement il y avait une fratrie entre la peinture et l'écriture. Je vous imaginais toutes les deux comme, d'abord, je trouve que, au contraire, vous n'avez peur de rien, ni l'une ni l'autre. C'est ce que je perçois. Je vous imaginais chacune avec vos outils comme ça en face de vous. Pour l'une, des tubes, des pastels, des ciseaux, du papier, enfin voilà. Et puis allons-y. Et puis pour l'autre, le romantisme, le réalisme, enfin les choses comme ça. Et puis que vous travaillez un peu de la même façon. Alors je suis étonné, moi je trouve au contraire que tu n'as peur de rien. Ah, je suis absolument d'accord. Mais c'est possible que je sois pas consciente. Non, parce que évidemment la forme est comme ça, c'est vrai que c'est chaud, c'est sensible, c'est bon, mais ça permet de faire passer quand même des sentiments assez terribles. Il y a des choses extrêmes qui se passent quand même. Par certains c'est assez radical aussi. Enfin, c'est pas du tout soft comme ça, gentil, machin, pas du tout. Et moi, je suis pas aussi. Non. Je suis pas aussi. Courageuse. Pour le courage, on en a presque jamais dans sa vie. Ah oui, ça c'est un peu vrai. Le courage, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Qui n'est pas naturel, qui vous est pas naturel, oui. Donc, je dis pas que j'ai envie de peindre, mais bon, normalement, c'est quand même mon métier. Bah oui. Non, je pense que ça correspond quand même. C'est une nécessité pour un peintre de peindre. Obligé, pour un écrivain sinon, d'écrire. Parce que, ouais. Mais bon, c'est pas. J'essaye de. C'est pas si tragique que ça. Enfin, c'est tragique, mais c'est. C'est pas encore tragique. On verra à la fin de l'histoire si on peut la voir. Enfin bon, je la verrai pas, mais bon. Est-ce que je sais pas, les gens fuient pas devant mes tableaux? Non. Mais c'est pas là que se situe la tragédie. Non, c'est tableau accueillant, mais je trouve toujours que Jo a la force de... Le drame doit être accueillant, sinon il passe pas. Hein. Ouais, d'exposer des drames que moi je me débrouille un peu pour raboter les coins de la table, il me semble, pour qu'on se fasse pas mal pendant la lecture du livre. Oui, c'est la bienveillance. Mais j'ai aussi fait des tableaux bienveillants. C'est du commissaire Adamsberg. Son papa à la machette. Ça, d'ailleurs. Non, oui. Commissaire Adamsberg qui ressemble plus à ma sœur qu'à moi-même, dans ses traits psychologiques. Ben oui, lui, il touche pas terre. Lui, c'est typiquement un gars qui a pas encore qu'il soit très terrestre, la montagne, tout ça, mais sa manière de flotter, que le fait de flotter ne l'inquiète pas, surtout. Tandis que moi, dès que je flotte, ça y est, ça m'inquiète. Il faut que je me raccroche, à la limite, à une bêche, à une pioche, enfin, ce que j'ai fait d'ailleurs sur le terrain en archéologie, mais où j'aime pas flotter, juste réfléchir, comme il se laisse aller. J'aime pas. J'adorerais pouvoir le faire. Mais je sais pas le faire. Donc, cette nonchalance, cette capacité de contemplation, je décris souvent chez ce flic. Ça ressemble plus à ma sœur quand elle reste des heures devant un tableau à réfléchir comme ça. Mais moi, ça m'angoisserait dans la seconde. Je peux faire quelque chose. Mais ça l'angoisse. Et oui, mais elle se laisse faire quand même elle se laisse porter comme ça par ces vagues. Ça, dans l'eau, comme je décris souvent Adamsberg, comme s'il flottait dans l'eau, cette sorte de mouvement. Et moi, je peux pas. Moi, faut que je marche sur la terre avec un bâton, sinon, si ça flotte, ça me. Donc, Adamsberg lui ressemble plus. J'adorerais avoir ces capacités de lâcher prise, comme on dit maintenant. Le lâcher prise, c'est un truc. Mais alors là, moi, je lâche pas prise du tout. Je suis accrochée à mes boulons et à mes trucs. Mais le fait de décrire ce personnage de commissaire là flottant. J'ai mis un terme flottant, parce que c'est quand même, ça a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez costaud, mais si ça correspond pas du tout à votre
façon de bouger dans la vie, etc., si vous avez besoin de points d'ancrage solides, etc., pourquoi ce personnage? Est-ce que c'est votre sœur qui est en vous, comme ça, vous maîtrisez pas cette manière d'écrire, de la décrire par le commissaire Je pense pas que ce soit ma sœur qui soit dans lui, mais je dis il lui ressemble en tout cas plus à elle qu'à moi. On m'a souvent demandé, mais pourquoi Adamsberg, sans que je trouve la réponse, mais à force qu'on me pose des questions, j'étais obligée de réfléchir un tantinet. Donc, il y a pas deux manières d'écrire, mais disons pour les problèmes d'identification, la fameuse identification entre le va-et-vient entre l'auteur, son être et son bouquin, on a quand même toute une catégorie de livres où on sent bien que l'auteur s'identifie à un de ses personnages. Il y a ça dans Cromley, il y a ça dans... Il n'y a pas de jugement de valeur entre les deux, Mais moi, je ne sais pas m'identifier à des personnages parce que instinctivement, j'ai pas du tout envie d'apparaître dans ces livres, ou à la limite, je le ferais à la manière d'Hitchcock, c'est-à-dire ce personnage qui passe 2 secondes, tout d'un coup, dans le fond d'un plan, on dit « Ah, c'était Hitchcock qui est passé 2 secondes », on le guette du coup. Mais pas plus. Je suis pas intéressée par une démarche centrée sur moi. Je saurais pas quoi en dire. Alors que Joe peut se représenter dans ses tableaux. Oui. Donc si l'auteur s'identifie pas, ne présente pas, parce qu'il doit avoir une charge affective en fait quand il écrit. Et non, si on n'a pas de charge affective, on est mort. On peut pas écrire même un polar, même une intrigue. Ça tient pas debout s'il n'y a pas un affect. C'est ça le moteur, la puissance, l'essence qu'on fout dans l'écriture. Donc si on n'a pas l'affect de se mettre dans le livre, qui est un gros affect, alors il faut que l'auteur aime ses personnages. Donc ce sont des personnages qui présentent des personnages extérieurs à lui-même, mais qu'il aime. Et je crois que c'est plutôt ça que je fais. Donc dans Adamsberg, c'est ce que j'aime, tels sont ceux que j'aime ou ceux que j'aimerais être. Bon, mais c'est pas moi. Donc je pense que on peut tout aussi bien, on peut se décrire soi-même, ce que je fais pas, ou décrire un idéal ou ceux pour lesquels on a une charge affective. Mais son adjoint Danglars, il est alcoolo et tout, donc j'ai poussé gravement, mais sa manière d'être anxieux, toujours de parler, d'être cultivé, d'être toujours dans l'anticipation, dans l'enquête, mais dans l'anxiété, dans tout ça, etc., dans l'intellectualisme à fond, dans l'analyse logique, scientifique, culturelle, ça, malheureusement, ça me ressemble beaucoup plus. Donc je le connais par cœur, Danglars, le pauvre. Alors moi, mon héros, c'est Adamsberg, et celui que je préfère, c'est Danglars. Il est complètement dèche. Je suis pas encore dèche comme Danglars, quand même. Mais curieusement, en parlant avec vous, je suis désolé, mais je vois pas du tout Adamsberg. Pas Adamsberg, mais Danglars. Non, mais non, mais même dans sa manière de fonctionner et tout, vous êtes plutôt proche justement d'Adamsberg ou même de Josse ou même de Lisbeth. Bon, ça serait bien. Alors, ça serait une part inconsciente que je n'aurais pas découverte. Ça serait génial. Parce que moi, je vois que la part noire de moi-même. Il faut pas en faire trop. Non, c'est bien, c'est euphorisant parce que moi, je vois toujours que la part compliquée de moi-même. Enfin, je veux pas dire que les autres sont simples. La part qui complique la vie à mort. Vous ne voyez pas comme quelqu'un de compliqué. Qui? Vous êtes plutôt apaisante quand on vous regarde. On n'a pas envie de se prendre la tête. Quoi, je veux dire, on est. Oh oui, je suis apaisante, je suis pas apaisée. Merci, frère. Merci. C'est super, mais bienveillante, apaisante. Oui, tout à fait. Ouais, absolument. Ouais. Je ne veux pas dire maman, mais bon. Une mère pour nous. Non, mais tant mieux. Non, mais c'est... Non, disons, je connais les deux aspects. Celui de Danglars, bon, il y a toujours un binôme dans les polars, ça fait partie de la tradition. J'en ai fait un où j'espère que... On est né binôme, donc tu vas pas... Oui, donc en plus... un binôme, quand même. Mais je connais les aspects des deux, quoi. Mais je préférais être Adamsberg que Danglars. Alors si vous me dites que j'ai des petits bouts quand même qui pourraient me laisser espérer que... Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Je vais essayer. Je pense que vous n'êtes pas... comme ça, je vous connais pas plus que ces quelques minutes, mais... Vous ne donnez pas l'impression, vous dites que votre sœur est aérienne et que vous êtes plutôt ancré dans la terre. Je ne suis pas persuadé que ce soit aussi la vérité. C'est peut-être ce que vous ressentez, mais c'est pas ce que vous donnez l'impression d'être. Bon, merci, je vais peut-être me diversifier maintenant. Il faut quand même que je dise, je ne suis pas sûre d'être si aérienne que ça, non. Ouais. Je ne suis pas ancrée, ça c'est sûr, mais...
Entre être ancré et être aérien, il y a tout un... Pour faire un Ma travail sœur est comme très le pragmatique. Et de toute façon, la peinture, c'est très technique et Oui, tout à pragmatique fait, aussi. voilà, Ça c'est rigole pas. Hein. Non, il faut pas être. C'est pas de la rêvasserie, la peinture. C'est pas une peinture de dilettante, quoi. Je veux dire. Non. Non, pas du tout. Non, tu travailles beaucoup, hein. Non, Oui. c'est le sentiment qu'on a. Ça me flatte ça terriblement parce que j'ai des périodes de creux diaboliques. Donc j'ai plus Moi de aussi, mémoire en que ce celle moment. où j'ai travaillé, parce que c'est celle-là dont on se souvient avec... Ça doit être les 2 centimètres, alors. Et bah oui, j'ai perdu au moins 2 centimètres. Hein. Ça aurait fait 4 sinon. Et donc, l'autre jour, on m'a dit ça aussi. Oh, c'est beaucoup travaillé. Alors là, Ah ouais, moi je suis Non, mais c'est fascinée. l'impression qu'on a d'un très gros travail. Que Jo, tous les jours, elle se met à Mais non, peindre, pas elle se met, tous les bon, jours, oui, hein. des fois pas tous les jours, mais elle peint, 30 ans, peint tout seule, sans que personne, bon, elle a fait plein d'expos et tout, mais bon, aérienne, je suis une brute. Hein. sans que, et vas-y que je te bosse. Quand on est tout seul et tout, faire, s'accrocher à ce truc, avoir cette volonté, cette ténacité de peindre quand même. Moi, je vois depuis quelques années où je suis sortie du CNRS, donc j'ai plus de patron, de programme à rendre, des choses à faire, bon, c'est-à-dire de guide extérieur, que j'ai plus que mes romans policiers à faire depuis 3 romans. J'en bave un peu quand même parce que bon, il y a eu l'affaire Battisti pour entre guillemets m'occuper et salement entre les romans, mais là que j'espère qu'elle touche à son terme favorable dans une semaine et tout. Je suis après un roman et je peux pas reprendre le CNRS comme je faisais d'habitude et me recoller sur mes fouilles archéologiques et tout. Ouais. Donc je découvre ce qu'a vécu Joe, c'est-à-dire être son seul maître, donc sans maître, sans Dieu, sans pub, et ben sans structure. Les structures que donne la religion pour croire, pour avancer, pour pas avoir peur de la mort, sans structure, sans maître pour vous dire ah ben demain tu fais ça, puis si tu te lèves parce que t'as pas le choix, parce que tu dois être au labo ou au boulot à telle heure et tout, ce qui est très quand même, ce qui est pénible mais en même temps très sécurisant. Là je mesure ce que vit Jo depuis 30 ans et je suis absolument fascinée, j'ai pitié. T'as pitié de moi. L'effort, ce que c'est de créer un œuvre peinte Un cauchemar. sans qu'il y ait en plus l'arrivée de la gloire, bon, de la reconnaissance. Là, à ramer dans son atelier tous les jours, j'arrive, tout d'un coup, je vois 3 toiles qu'elle a faites absolument. J'ai raté un accord du participe passé. Ah merde. C'est rare. Là, voilà, en marnant dans son atelier, moi je dis bravo, hein. Parce que là, je marne, là, depuis que j'ai sorti l'Armée Furieuse. Et que moi, je sais pas, c'est comme Jo, on peut pas forcément aller, une toile est finie, je la pose là, j'en démarre une autre. C'est pas comme un manège qu'on fait tourner avec des pièces. Non. Donc si j'avais une idée de livre, comme je dis, comme Simon, qui arrivait à les faire les uns après les autres. Mais il faut toujours qu'il y ait du temps qui passe, de la maturation. Alors comme je ne sais pas maturer, comme je disais, non, à rêvasser ou à laisser flotter dans un fauteuil, que faire? Donc je découvre ce travail d'artiste qui est également fait de période de vide. Depuis 3 ans, tu disais, c'est ça? Non, j'ai lâché le CNRS, j'avais pris une dispo qui s'est retrouvée collée avec l'affaire Battisti pour écrire une fois un livre, pas pendant les vacances, que je les écrivais en 3 semaines et tout. Et puis en fait, je l'ai écrit, j'étais en dispo, je l'ai écrit en 3 semaines, donc j'ai découvert que c'était pas à cause des vacances, enfin, à cause du temps, mais à cause de moi et mon rythme. Après, je mets 6 mois à le corriger. Là, c'est très très long. Mais donc, et ensuite, quand j'ai dû revenir au CNRS, 1 an plus tard, on a appris la veille que Cesare Battisti était extradé. Et donc, il y avait encore, j'avais déjà ouvert les dossiers, les procès et tout. Il y avait encore tellement de travail à faire pour prouver, les évidences sur son parcours, défaire les mensonges, enlever toutes les couches de propagande, etc. Mais les enlever de manière archéologique, scientifique, en démontrant, en fouillant les archives. Que j'ai téléphoné au CNRS et je dois dire que mon directeur de labo a été formidable parce qu'ils n'aiment pas perdre un chercheur. Il m'a dit, pour le moment, Fred, tu vas être plus utile à faire ta recherche dehors que dedans. Et j'ai dit, ok, mais je pensais que j'en aurais pour 1 an à convaincre. J'ai découvert que les mandats étaient des faux. Voilà, mais ça servait à rien. La Cour européenne a dit qu'ils étaient vrais. Le Conseil d'État aussi, malgré les expertises et tout. Donc j'ai découvert, comme on dit, qu'il n'y avait pas de justice. Et donc après, on s'est lancé dans une opération qui nous paraît sans fin, à ma sœur et moi. On y va. Ça fait 14 fois qu'on y va toutes les deux au Brésil.
mais qui s'en fait un pour Cesare aussi, pour le voir, pour informer les gens, pour travailler là-bas. Donc ça, j'ai réussi à écrire 3 romans policiers pendant cette période, mais c'était dur de s'abstraire, et c'était dur pour Géo aussi de s'abstraire. Peut-être, je sais pas, pour Géo peut-être plus facile, mais moi, pour faire un roman policier, je convoque quand même des choses de la bienveillance. Voilà, tiens, si on se racontait comme une bonne histoire qui va un peu péter comme ça avec des rêves, et puis où le monde est un peu moins dur quand même. Il est très dur, mais il a quelque chose de plus onirique, il me semble, de plus doux, de plus doux que la réalité. Donc j'avais du mal à sauver 3 semaines dans le chaos infernal de l'affaire Battisti, toutes les horreurs qu'on découvrait les unes après les autres. Peut-être Jo, qui a une peinture qui s'approche plus de ce chaos, avait peut-être plus de facilité à peindre, puisqu'elle a peint le visage de Cesare qu'on aperçoit. Était de faire une expo. Une expo où on voyait le visage de Cesare et d'autres. Une sorte d'hommage. Pas peint plein centre, Jo, le 10 juin, c'est figure, comme je l'ai dit, mais donc voilà, et finalement après, ça a duré, Battisti, finalement j'ai travaillé 3-4 ans sur les archives, les dossiers et tout. 3-4 ans. Ouais. Et pourquoi tu parlais d'une semaine, là Parce qu'il y a eu un jugement dans une semaine. Oui, sur ce dernier jugement, le der des der, qui est à nouveau illégal, puisque le tribunal suprême avait décidé finalement de l'extrader, mais finalement que le tribunal suprême du Brésil a finalement décidé que la dernière décision juridique serait laissée à Lula, au président Lula, en tant que plus haut magistrat du pays. Donc Lula a attendu 13 mois avant d'annoncer sa décision, parce qu'il y avait sa campagne présidentielle entre. Donc on est resté 13 mois figé comme ça, et Cesare dans sa prison. Il a annoncé, Lula, sa décision de non-extradition le 31 décembre, là, qui vient juste de passer. Et le surlendemain, le tribunal suprême a annoncé qu'il allait juger le jugement de Lula. À la demande de l'Italie. À la demande de l'Italie. Donc c'est complètement insensé du point de vue constitutionnel, juridique, légal. Et donc on est reparti pour un nouveau tour. Et ça a été annoncé tout début janvier, le 2 janvier, je crois. Maintenant on est début juin. Et le jugement sera le 8 juin. Et celui-là, c'est le der des der. On n'est pas complètement à l'aise, je dirais. Mais enfin, j'espère que ça va passer. Même à une voix près, il faut que ça passe. Voilà. Oui, pour dire que je découvre ce que c'est courageux, c'est difficile de peindre, pas avoir un métier qui vous structure, en fait, même si, comme me disait Joe, lâche pas le CNRS, parce que comme son métier, quand on est énervé, c'est son pire ennemi, ça t'évitera que le roman policier devienne ton pire ennemi si tu le mets au centre. Donc c'était dur de faire et la recherche scientifique, historique, et des romans policiers pendant les vacances. C'était dur c'était la course tout le temps, et d'élever mon fils en même temps et tout ça. Mais Joe me conseillait de pas lâcher le métier, pour pas que le roman policier devienne mon meilleur ennemi. Mais finalement... Non, je pensais que tu devais lâcher en te prévenant que ça allait être raide. Et maintenant que j'ai fini de bosser sur Battisti, qu'on est dans l'attente, je découvre ce que ma sœur a... Comme j'ai su. Comment elle en a bavé. Plaignez-moi. On se plaint. Là, on se plaint. Les artistes se plaignent. Mais c'est dur. Comme disait Delacroix, on le disait, c'est 90% de besogne et personne nous la demande. C'est ça le problème. On doit s'inventer le travail. Sans parler des idées aussi, les idées aussi. Oui, bien sûr. On doit s'inventer pourquoi on s'y remet le soir, pourquoi on sort pas, pourquoi. Du coup, il faut lutter contre on pourrait, à ce moment-là, rien foutre, enfin, gagner sa vie, mais sortir tous les soirs. J'ai fait ça, moi j'ai fait. Hein. Toi, t'as eu la période longue. Courage fuyant. Ouais. Non, mais les périodes de vacances dans le travail de plasticien, moi je crois que c'est pas des questions de bêtes d'horaire de bureau, ouais, il faut rien, quel gland, etc. Non. D'abord, je crois que c'est nécessaire, parce que ça oblige à se remettre en question. C'est du doute qui arrive. C'est que du doute. Oui, et je crois que c'est très important. Moi, j'y crois pas, le mec qui, le matin, il arrive dans son atelier, je travaille 8 heures, tous les jours comme ça. Ça, c'est des faiseurs, c'est des imagiers. Mais si on est un artiste,
on est commandé par des forces mystérieuses. Oh, non, mais je dis ça en rigolant, mais je ne veux pas marrer c'est du vrai. tout. Mais voilà, on n'explique pas pourquoi pendant 15 jours vous êtes incapable de rien foutre. Incapable. Mais en Moi, fait, c'est c'est plus long que ça incapable de rien entre deux foutre livres. Réellement, visible. ouais. Mais à l'intérieur, ça. À l'intérieur, ça tourne comme un hamster dans sa cage. Ça revient sur le même cliquet toutes les 2 secondes. L'histoire décolle pas. Moi, je cherche une histoire. L'histoire décolle pas. Et ça m'horripile. J'aimerais bien avoir déjà une autre histoire à faire. Comme ça m'éviterait de penser. Mais non. Elle n'est pas mûre. On est bien obligé de penser. Bien. Ce qui est la chose la plus douloureuse qui soit. On s'envoie. Arrachez-moi là. Oui, j'ai pas précisé, mais enfin, si je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le redire encore, que le livre Joe Vargas, donc consacré à sa peinture, vient juste d'être édité par les éditions de la Différence, et que vous pouvez commander cet objet magnifique de donc 2 cm. D'épaisseur. J'ai oublié le nombre de kilos, 15. 1 kilo, a dit Dieu. Vous pouvez commander donc ce très bel objet auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Métro, Robert. Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Je peux vous dire qu'il sait de quoi il parle parce qu'il y va à peu près tous les jours. Oui, c'est ça, putain de ma gueule. Non, je ne vais pas tous les jours. Non, mais gentil. Mais... Bon. Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec ce matin, non, c'est après-midi, oui, c'est ce matin, Fred et Joe Vargas, un écrivain, une peintre, je ne sais pas si vous avez tous suivi ou si vous vous levez, mais si vous avez tous suivi, c'est assez intéressant, ça peut vous donner quelques temps de réflexion utiles dans vos soirées mondaines ou vos soirées prolétariennes, ça dépend qui nous écoute en ce moment. On pense pas que ce soit vraiment les mondains. Ils sont encore au lit, je crois. Alors j'ai cherché dans ma mémoire défaillante des histoires que qui pourraient, enfin susceptibles d'intéresser les deux sœurs, c'est-à-dire aussi bien la plasticienne que l'écrivain. La première, en fait, se passe en France en 1850 par un petit matin pluvieux.
Alors ça peut paraître anecdotique, puis on se fait souvent moquer quand on parle de la pluie et du beau temps, mais en fait là, ça a une importance capitale. C'est-à-dire que si par ce petit matin il avait fait beau, l'histoire de l'art, oui, je peux dire, l'histoire de l'art, on aurait été changé. Alors excusez-moi, Georges Sand, qui doit aller signer ou récupérer, je ne sais plus, des papiers au château de Boussac, qui était occupé à cette époque, donc 1850, je le rappelle, par la sous-préfecture de la Creuse, dont elle était voisine à Nohant. Et alors, dans la calèche qu'elle a commandée et qui s'arrête devant le château de Boussac, il est quelques mètres en fait qui séparent la calèche de l'entrée du château suffisent à lui crotter ses bottines. Ce qui n'a pas dû lui déplaire, tel qu'on la connaît. Ce qui ne devait pas forcément lui déplaire, mais tout de même, en rentrant dans le vestibule, et elle éprouve évidemment le besoin, comme la plupart des visiteurs le font, d'essuyer ses pieds sur le tapis, tant ses bottines sont crottées. Et là, il y a quelque chose, il est évidemment très dégradé, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a quand même quelque chose dans le motif qui l'interpelle quelque part. Et alors elle se dit, tiens, on dirait vraiment, alors bon, elle essaye de distinguer, c'est pas très clair, c'est vraiment très sale, il lui semble quand même que le motif serait médiéval. Donc elle va interroger à l'accueil la personne qui s'occupe de l'accueil et lui dit, excusez-moi, mais vous savez, elle oublie un petit peu la raison pour laquelle elle était venue, hein, est-ce que vous savez d'où pourrait provenir ce tapis? Et la personne lui dit, j'en ai aucune idée, ils ont toujours été là, ce que je sais c'est qu'il y en a à l'étage, à la fois dans les couloirs, mais aussi accrochés au mur. Alors elle monte, très très excitée comme on peut l'imaginer, elle monte à l'étage, et là il y a 5 autres tapisseries, il y en a qui sont par terre, il y en a qui sont accrochées au mur, dans des états assez différents, qui reproduisent toutes à peu près le même motif central. Alors elle passe un pneumatique à Prosper Mérimée, avec lequel elle a eu une histoire d'amour, oui, pas mal d'années auparavant, très courte et malheureuse. Et offensante, enfin. Et offensante, voilà. Mais enfin, ils ont quand même gardé une relation forte. Et puis Prosper Mérimée, il est inspecteur des monuments historiques. Et elle lui dit, écoute, j'ai l'impression d'avoir mis la main sur des tapis du Moyen-Âge. Alors, comme il a quand même une certaine confiance dans son flair, à la Georges, il arrive assez rapidement à Boussac, enfin, ou plutôt chez Georges, qui l'emmène immédiatement à Boussac, et là, il confirme qu'il s'agit d'une série réellement exceptionnelle. Alors, elles se présentent toutes un peu de la même façon. Il y en a 5 qui, manifestement, décrivent les 5 sens. Au centre de chaque tapisserie, il y a une espèce d'île, comme ça, avec une dame au milieu, entourée d'une licorne à droite et d'un lion à gauche, qui tiennent chacun un pennon armorié. La 6e est un petit peu plus difficile à décrypter parce que là, le lion et la licorne tirent en fait les pans d'une tente sous laquelle on voit la dame, et sur le fronton de cette tente, il y a écrit « À mon seul désir ». Et alors des sigillographes sont consultés pour essayer de retrouver la trace de ces armoiries, et les sigillographes tombent tous d'accord sur le fait qu'il s'agit des armes de la famille leviste, d'une certaine famille leviste. Donc en recoupant comme ça des informations, ils finissent par être, les spécialistes se persuadent que la femme représentée est Claude Leviste, qui était l'épouse de j'ai un trou. Désolé. En tout cas, que cette femme a été follement aimée, non pas par son mari, mais par un amant auquel elle s'est pas livrée si facilement que ça, enfin, et que ce serait lui qui s'appelait, je crois, Jean de Chabannes. Excusez-moi, j'ai un petit problème là-dessus, mais je crois que c'est Jean de Chabannes, oui, qui aurait commandé ces tapisseries, puisque en fait ce sont bien des tapisseries, non pas de tapis qu'il s'agit, qui aurait commandé ces tapisseries en Artois ou dans les Flandres. Enfin là, la question, les gens se battent un peu. La ville d'Arras aimerait bien être
aussi là-dessus, voilà. Il y a eu une telle histoire d'amour, en fait, entre ces tapisseries et George Sand, qu'elle a carrément fait des séjours dans ce château de Boussac. Elle s'y est installée pour des séjours même assez longs. Elle a, pendant les 26 ans qui ont suivi sa découverte, donc jusqu'à l'année de sa mort, je crois que c'était 1976, elle a vraiment fait des séjours réguliers dans le château de Boussac, tellement son histoire avec ces tapisseries était forte. En 1882, elles ont été rachetées par le Musée national du Moyen-Âge, qui est installé au Terme et à l'hôtel de Cluny, auquel vous pouvez aller visionner, auquel vous pouvez rendre visite à ces magnifiques tapisseries qui sont les tapisseries de la Dame à la licorne. Voilà. C'est curieux parce qu'elle en parle, sauf absence, elle n'en parle pas dans l'histoire de sa vie. Que j'ai lu en plus il y a pas longtemps, il y a 8-9 mois, donc ni dans sa correspondance avec Flaubert qui dure jusqu'à la fin de sa vie, à moins que ça démarre après. Non, ils correspondent bien pendant 20 ans quand même. 15, 20 ans. Ouais, non, je connaissais pas du tout cette découverte. C'est George Sand qui a découvert la tapisserie de la Dame à la licorne. Voilà. Fantastique, ouais. Quelqu'un de bien. Ouais. Bon, j'espère que j'ai pas tout inventé, mais je crois pas. Si c'est inventé... Je serai exécuté. Non. Non, mais je suis assez sûr de moi maintenant. Bon, j'ai un peu brodé sur les modalités, mais c'est vrai que non. Alors qu'elle n'en ait jamais parlé, ça me paraît invraisemblable. Mais Jo, tu l'as lu ça dans l'histoire de ma vie? Non, c'est toi qui l'as lu, mais non. La correspondance. Et toute la correspondance avec Flaubert, elle en parle pas. Non, ça m'aurait frappé quand même parce que la Dame à la licorne. Mais oui. Ouais, c'est pareil. C'est des spécialistes du Moyen-Âge, donc normalement, entre les deux. C'est une belle histoire. Ouais. En plus, c'est 26 ans d'amour. C'est 26 ans d'amour, puisque je te dis, elle allait carrément. Je sais pas d'ailleurs comment ça a pu se faire, puisque c'était occupé jusqu'en 1882, donc après sa mort par la sous-préfecture, mais elle y faisait des séjours, elle y descendait. Et là, elle dessinait beaucoup, peut-être. Elle en a fait des. Je sais pas comment elle a vendu l'histoire, mais en tout cas, elle a fait accueillir. Elle était quand même très célèbre. Extrêmement célèbre. Il lui refusait pas un petit séjour dans le château. Ça doit être un honneur. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en fait, il y en avait 8 tapisseries et non pas 6. On n'en a plus que 6. Et c'est elle-même, d'ailleurs, qui l'a affirmé. Il y en a eu 8. On a retrouvé la trace de 2, mais elles auraient été découpées, en fait, par le propriétaire, un des propriétaires du château de Boussac, parce qu'il était également cultivateur, producteur et tout. Et alors, quand il en avait entouré des charrettes, comme ça, qu'il utilisait pour aller vendre au marché, voilà. Donc, ça rappelle un petit peu Van Gogh. Oui. Et ces toiles qui finissaient pour tapisser les poulaillers, voilà. J'aime bien ça aussi, ce petit clin d'œil. On a perdu. À la frette, ça. Ouais. On a perdu 2 tapisseries, mais on sait qu'il y en avait 8. Voilà. Bien. Tu peux envoyer.
Radio Libertaire, oui, je me réveille à l'instant, la voix de la Fédération anarchiste. Il fait chaud dans le studio. En mettre sans pub, avec les sœurs Vargas, peintres et littératrices. Non, elle me regarde. Il se réveille, hein. Auteur de polar. Et sa sœur, auteur de peinture noire. Non, je déconne. Oui. Oui, Bien allez. sûr. Ouais. Mais parler de l'armée furieuse, ouais, est-ce que je pourrais poser une question au peintre? Bien sûr. Parce qu'elle vient d'effleurer un petit peu la chose, mais comment vous engagez votre... vous travaillez d'une manière, vous arrivez dans votre atelier, paf, tiens, j'ai une idée, je vais m'y mettre. Comment ça fonctionne, la création? D'abord, non, j'arrive dans mon atelier, je me dis, j'ai pas d'idée, je ne vais pas m'y mettre. Au départ, c'est ça. Après, je me dis, j'ai pas d'idée, je vais quand même m'y mettre. Tout ça demande un peu de temps. Hein. Et puis, au départ, je composais mes tableaux avant. Je les réalisais, maintenant, je laisse filer la ligne. Je pars... une chose qui émerge comme ça, un morceau du tableau, on peut presque dire ça, on va dire le centre, et je sais rien du reste. Et ce qui est risqué, mais pas plus mal, parce que sinon je m'ennuie. Après, j'aime mieux voir ce qui se passe en cours de route plutôt que d'avoir tout scellé d'avance. Donc voilà. Donc j'appâte après. Ouais, là, pour ça, on a la même manière de travailler. Je pars d'une chose. Et quand le centre duquel je suis partie est mauvais, là, c'est catastrophique, parce que très dur de s'en rendre compte. Ouais. Après, comment... Bon. Mais ça, c'est très technique, c'est des conversations de peintre. Faut bien, la première flèche, il faut bien la décocher. Et après, on suit l'axe. Mais essayer de si bien on la a planté, si on a planté la première flèche, c'est difficile. Moi, je fais comme Jo. Enfin, j'ai jamais su faire autrement. Moi, j'aimerais bien faire un plan avant, mais ça m'est arrivé une fois de faire un demi-plan. Oh là, je me suis emmerdée. Après, de toute façon, j'ai pas pu le suivre et le bouquin est parti ailleurs. Mais je pars sans... C'est très embêtant pour un scénario de roman policier, mais ça peut... L'un peut expliquer l'autre, enfin... Parce que arriver avec toutes ces idées prêtes et tout, ça... on peut pas... C'est pas si simple à faire, puisque en fait les idées sont dans les mots. Donc quand on avance dans une phrase, tout d'un coup, c'est comme si on posait les mots, et tout d'un coup, une fois posé, ils craquaient comme des noix, et que dans la noix, il y a l'idée. Dans le mot, il y a une idée qu'on n'avait pas prévue, il y en a plein. Ils partent dans tous les sens et tout, donc moi, souvent, je pars, voilà, comme dit Jo, d'une idée... Mais je suis obligée, moi, de savoir qui est l'assassin. Mais des fois, j'ai passé en mobile et tout, donc je sais d'où je pars, je sais où je vais arriver. Mais alors, le milieu, c'est là. Ça va être au fur et à mesure moi, je travaille avec 1 mètre de visibilité, j'ai l'impression. Et à mesure, je regarde où vont les mots. Mais je sais pas si pour Jo, c'est pareil, si les idées sont dans le trait de pinceau ou... Ça dépend. Il y a des gens qui ont une imagination magnifique, truculente, et il y en a, qui ont une vision, prévision. Moi, je préfère saturée, large, pleine, qui peut dévier en cours de route d'ailleurs. Mais c'est pas mon cas, donc je suis obligée j'ai un petit morceau, un petit aperçu de la vision, et après faut que je plonge sous l'eau et que j'aille chercher le reste, et l'eau est opaque, sinon si l'eau était transparente je serais sauvée, mais bon voilà, je fais ce que je peux là. Ma méthode de travail, je l'ai pas mise au point, je fais ce que je peux par rapport à la façon dont mon imagination fonctionne un peu pauvrement, et je le déplore, je sais pas. Non, moi je crois que c'est pas du tout. J'adorerais avoir mon grand plan à la Velasquez, moi. Ouais, mais alors, j'aurais mon âme pour ça, mais avec le miroir inversé, tout. Bon, raté.
Non, mais c'est bien parce que comme le dit Fred, les mots, les mots peuvent vous entraîner, et le pinceau aussi. Bien sûr. Maintenant, je compte sur ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus. Ça veut pas dire que c'est de l'impro. En fait, on maîtrise au moment où, mais c'est pas, on jette pas les trucs n'importe comment. Je mais vais vagabonder dans les. Il se passe. Il y a une grande liberté à travailler comme ça aussi. Il y a la grande liberté aussi de se casser la gueule, mais c'est l'intérêt de la chose. Mais c'est de se mettre en danger, c'est d'être toujours. Voilà. Non, mais je pense que ceux qui font des plans, qui prévoient, etc., c'est comme les plans de carrière, quoi. Moi je les appelle les plans de carrière. On les voit, ils sont tous habillés pareil, ils ont tous les mêmes petits jeux électroniques, etc. Je veux dire, non, je crois mais James Ellroy, il faisait 250 pages de plans avant de commencer son livre. Hein. Oui, pourtant c'est intéressant ce qu'il fait. Voilà, donc. Et ça a l'air de couler comme un torrent. Comme un torrent immaîtrisé. Moins. Enfin. Et moi, j'adhère pas entièrement. Même une inondation. Mais donc, je sais pas si on peut juger de telle ou telle. Il y a des gens qui sont capables de pas perdre leur force en route, même si ça a été prévu ou préécrit. Et moi, je la trouve en route. Hein, mais je sais pas si on peut. Non, mais comme le disait tout à l'heure, c'est liberté, c'est de découvrir en faisant. Ouais. Voilà, c'est une aventure à ce moment-là. Autrement, l'autre méthode d'Ellroy ou des gens comme ça, ils ont des cartes, quoi. Ils vont faire un voyage, alors ils prennent leurs billets, etc. Tout est organisé. Après, voilà. Mais là, je sais pas où est l'aventure. Non, parce que elle est peut-être dans la construction du plan. Non, mais comme il écrit 1000 pages. 250 pages de plans, c'est énorme. Ça fait pas tout, hein. Il en a encore 700 à écrire, c'est pas mal pour aller batifoler dans les sous-bois. Non, moi je sais pas. En tout cas, je sais que une chose, j'en sais pas beaucoup, mais j'en sais une, c'est que j'ai découvert au fur et à mesure, comme probablement vous dans votre travail ou vous dans votre travail, c'est que on découvre toujours, on n'acquiert pas en fait vraiment de métier. Non. Parce que ce qu'on a appris la veille, ça servira à rien le lendemain, etc. quoi. Et si on vit de cette manière-là, je trouve que ça peut être très stressant parfois, mais ça peut être aussi magnifique. Je crois que la création, c'est ça. On acquiert quand même un peu de. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je pense que on acquiert, on commence à savoir, à force, après des années, un peu mieux maîtriser son instrument. Hein. Par exemple, là, je fais une image avec une guitare, mais à pas merder sur la corde de la note ou sur l'accord à chaque fois. Bon, je vois les tableaux de Jo au tout départ, elle osait pas, donc l'apprentissage de la technique, le savoir-faire, ce qui n'est pas forcément le talent, mais déjà savoir-faire, parce que il y a une technique dans les mots, il y a une technique dans la peinture, et on peut pas l'éviter. Mais après, oui, je suis d'accord que c'est pas parce qu'on a fait, je sais pas combien j'ai fait de toiles, des centaines de toiles de différentes manières avec Maestria, ou moi c'est pas parce que j'ai écrit, je sais plus 14 romans que je suis pas démunie quand j'en démarre un. Et même au début d'ailleurs, quand j'en démarre un, c'est ma seule solution, c'est de me remettre obligatoirement dans les conditions primitives, je dirais, c'est-à-dire celles où j'étais avant d'écrire le premier, en faisant abstraction de tout ce qui a été dit sur moi, machin, le succès, tout ça, faut que ça dégage, parce que sinon ça va être un artifice. Il faut se remettre exactement au début, avec cette forme presque de naïveté qu'on avait au début, d'espoir, et pas tenir compte du fait que ça va être lu, etc., etc. Donc rester cette forme de pureté, je dis entre guillemets, et d'impuissance en même temps. Bien sûr. Oui, d'impuissance. L'impuissance, c'est le mot fondamental en art, contrairement à quelle force, quelle énergie. Non, ça c'est. Vous avez compris, les loulous, les louloutes, voilà ce que c'est que l'art. C'est pas du tout un voyage tranquille. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Tous les clichés, quoi. De pinard. De pinard et de gonzesse pour les mecs, et puis l'inverse pour les filles. Mais le pinard est toujours présent, en tout cas.
Voilà, c'était donc la 105e. Jean, tu peux ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'Armée furieuse. On va quand même le dernier. Oui, on peut. Bah, bien sûr, mais il y a quelques minutes. Oui, le dernier opus de Fred, publié chez Viviane Ami. De la réinviter. Je crois que c'est. Oh, le petit malin. Comme elle déteste. À demain. Oui, comme elle aime beaucoup l'exercice, oui, c'est ça. Le 10e ou un truc comme ça, non? Dans ma tête, je l'ai numéroté Rome-Paul 14, donc, parce qu'il y en a un qui peut publier, un qui ceci, mais moi, bon, c'est 14 pour moi, c'est peut-être, non, parce que je compte une BD aussi dedans, non, bref. Ouais, bon. Grosso modo, par là. Parce que je l'ai emmené donc dans la montagne. Je vois, ma nana l'a lu aussi, exactement au même endroit, là, tu vois. Et je lui ai demandé pourquoi elle aimait autant Adamsberg, et elle m'a dit que c'était sans doute en partie parce que c'était l'un des rares héros masculins auxquels une femme pouvait s'identifier. C'était fort possible. Et pourtant, il est pas... Enfin, ça va, il est à peu près virilisé, mais il pas non est plus, quand même virilisé, mais ça m'a... J'ai fait tilt quand tu as dit qu'il y avait une partie de Joe dans Adamsberg. Voilà. Enfin, une partie qui me semblait, ouais, mais je copie pas sur Joe, mais... Ouais, moi, elle me contrarie un peu Adamsberg. Ouais, bah, elle est jalouse. Ah, non, Joe est jalouse. C'est qui ce type qui prend tellement de place dans la vie de ma sœur? Je comprends pas. Elle est jalouse, c'est l'énerve. Un peu jalouse, moi. Parce que moi, je suis jalouse de la copine d'Adamsberg. Je sais pas, elle m'énerve à force. Camille. Ouais, je sais pas, j'arrive pas là. Pour le moment, j'arrive pas là. C'est qui ce troisième jumeau? Plein la tête. Ouais. Bah, dans celui-là, elle est carrément, enfin, presque. Elle est éjectée. Presque éjectée. Oui, mais en policier, c'est pas une histoire d'amour non plus. Donc, on peut pas, non. Même quand je veux mettre de la politique, j'en mets à chaque fois beaucoup dans mes romans. À la fin, je suis obligée de couper. On voit très bien par où ça passait, hein, dans l'affaire, là, dans ce livre. À la fin, je suis obligée, désespérée, de couper, de retirer. Et je suis obligée de reconnaître que Stendhal avait raison. À propos du rouge et le noir, quand il écrit la politique est une pierre attachée au cou de la littérature, c'est non pas que il faut pas, c'est que à ce moment-là, si je fais un message frontal dans un roman policier, il devient banal, il se vide de substance, ça devient autant écrire un article soit un essai, un truc en politique, mais dans un roman policier, c'est d'une niaiserie, et donc que les grands sont les puissants qui sont intouchables, les touches des frettes, s'il te plaît, et je coupe. Donc Stendhal avait raison. Donc c'est ni un roman d'amour ni une ambiance politique, mais c'est tout ce qu'on peut on peut pas faire un message. Non, mais c'est ça je crois, qui est important. C'est pas que les choses soient trop précisées, trop décrites, parce que là, le lecteur, il peut pas s'en emparer. Voilà. Je veux jamais ça. Bah oui, bien sûr. Et je pense qu'en peinture, c'est la même chose. Il faut pas être didactique, dire non. On raconte pas en peinture, on raconte pas d'histoire, et en littérature, on permet aux gens d'entrer dans l'histoire. On leur ouvre la porte. Si la porte n'est pas ouverte, ça y a un gros flop, quoi. Exactement. Donc, c'est la phrase de toute Breton, rigidité. C'est le regardeur qui fait le tableau. Bien sûr. Absolument. Et c'est le lecteur qui fait ce bouquin. De toute façon, je les écris plus parfois comme lecteur que comme écrivain. Pour me lire une histoire. Enfin, c'est peut-être ça bizarre. qui est une part du succès, parce que c'est... je veux pas imposer ma vision de ceci, cela. Je veux me lire une histoire qui m'en... Ben, comme un peintre, je suppose que Jo, quand elle regarde une de ses peintures, il faut que sa peinture lui plaise, qu'elle puisse elle-même regarder sa peinture comme si c'était peut-être celle d'un autre, qu'elle aurait aimé. Bien enfin, sûr. je sais pas, il y a quelque chose. Doublé complètement, sinon. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple mais vous pouvez l'imaginer. Mais c'est pour ça que, plus que d'être en empathie, en fait, avec Adamsberg, on est dans ses loques. Je crois que c'est pour ça que. C'est ça qui fait la différence, en partie. Dans ces loques. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'on se glisse. C'est brague. Ouais. Bien sûr, oui. Moi, c'est pas le personnage. Enfin, dans le roman que j'ai lu, c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Je l'aime bien. Non. J'en reviens pas. Il en a eu qu'un, il finira par se faire avoir.
Non, il y a d'autres personnages qui sont vachement plus attachants. Comme Joss, par exemple, comme même de Cambrai, j'aime bien. C'est tous ces gens qui ont deux vies, qui se cachent, puis qui se rencontrent, mais qui s'aiment pas tout de suite. Il faut quand même qu'il y ait un peu de temps. Voilà. Et moi, je préfère les sans grade et les obscurs parce que le commissaire, c'est quand même le chef, quoi. C'est le héros, en quelque sorte. C'est d'autant plus bizarre que le roman policier est une littérature épique. Donc ça c'est la tradition médiévale, hein, je la suis. Et donc il faut qu'il y ait un fer de lance, mais on peut pas dire que Adamsberg soit particulièrement héroïque dans son. Enfin, non, c'est pas lui qui gagne. Il se fait aider. Il y a plein de gens. Il a jamais résolu une affaire seul. Hein. Oui, voilà, il a besoin d'un. On ne résout rien seul. On va pas au combat tout seul. C'est clair. Ou alors on est con, mais. Normalement, c'est pas son cas. Encore qu'il sache pas s'il est intelligent ou pas. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on en parlait ce matin. Je pense que c'est avec Piqueco, c'est elle qui m'a refilé le bouquin. Mais c'est vrai que il semblerait que dans la saga des Adamsberg, qu'au départ, c'était 3 savants qui se réunissaient ensemble pour résoudre une 3 jeunes gens, 3 étudiants, mais il n'était pas là, Adamsberg. Non, il n'était pas là. Ouais. Et là, dans celui que j'ai lu, c'est pareil, il y a l'intervention de gens, d'un spécialiste de la peste au Moyen-Âge, etc., Oui. qui l'aide à résoudre le problème, quoi. Enfin, les problèmes. Ah non, tout seul, il peut. Comme nous tous, il peut pas. Il a plein de sang chevronchon. Hein. Mais pour les jumeaux, hein, tout seul, Oui, tout seul, c'est l'idée éventuelle que tout seul, ça conclut, ça arrive à, je sais pas, ça existe pas, je trouve même pas les mots. Le fonctionnement des jumeaux, de toute façon, exclut tout comportement individuel ou individualiste même. D'accord. Donc. Eh ben, merci infiniment, mon Jean. C'est grâce à toi qu'on a pu recevoir. Ah non, pas du tout. Hein. Ah, si, quand même. C'est édition de la différence. Ils nous ont fait ce cadeau. Donc ils ne font que des cadeaux à la différence. Ils ne font que des cadeaux. Non, mais c'est bien, parce qu'ils ont quand même édité un bouquin quand même assez comme 2 centimètres de fer. Et puis, non, c'est de la manière... Enfin, ce que vous nous avez raconté sur votre rencontre avec le fondateur de cette maison d'édition, qui est venu dans votre atelier, c'est assez rare. C'est extrêmement rare. Ouais, tout ça est extrêmement rare et précieux. Bon, le moule n'est pas cassé. On dit, il y a encore des gens... Voilà. Merci infiniment pour votre participation à cette émission. On espère qu'on vous reverra un jour, quand vous serez un peu remis de ce choc culturel intense et surtout invraisemblable. Salut. Salut à tous. Au revoir.